Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur Wanted. Tu nous fais une vidéo sur Wanted? Fais-nous une vidéo sur Wanted. À quand une vidéo sur Wanted? Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? C'est quand la vidéo sur Wanted? Alors non, je ne fais pas de vidéo sur Wanted ou Wanted, j'ai jamais su comment on disait, car je n'ai pas aimé ce film. Mais non, c'est sur la BD Wanted. Bah oui, t'es con, c'est sur la BD. La BD de Luke, triple buse, Wanted. Avec l'araignée, Wanted Spider-Man. T'es con ou t'es con? Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Ah, d'accord. Bon, ok, regardons ça alors. Salut les geeks bédévores et autres sexistages du 76. Et bien voilà, chers amis farfadés, un album que j'ai découvert récemment et que je me propose de vous présenter avec la grâce et l'élégance qui me caractérisent, même si vous vous en tapez un peu parce que vous auriez préféré une vidéo sur des filles à poil. Ah! Je commence à vous connaître. Attiré par la couverture sympathique de Jean Frisano, toujours aussi glacé et non lavable, avec sa tranche tubulaire en inox inifugé, et croyez-moi, ça fait toujours plaisir aux mirettes, mes belettes. Bref, je fus attiré par cette couverture, et j'ai investi dans cet album sorti en France en 1987, et là, vous n'étiez toujours pas nés les filles! La couverture ne nous laissera aucune promesse brisée dans la bouche, elle tient parole, en tout cas plus qu'un politicard. Bizarrement, Luke nous propose une aventure de Spider-Man, déjà publiée dans les tranches 67, 68 et 69, durant l'été 1975. C'est dingue, non? Non. La première s'intitule Le tisseur se déchaîne, et son titre anglais, Spider-Man Wanted, donne le nom à cet album d'un fort beau gabarit. Ouais, 800 mètres carrés, voilà. Tiré de Amazing Spider-Man numéro 70 de mars 1969, le scénario de Stan Lee et est accompagné au dessin par John Romita Sr. et Jim Mooney. Intéressant de savoir ça, me direz-vous, par intérêt poli. L'histoire est simple, en tout cas plus que le journal d'Anne Frank. Spider-Man possède une tablette d'argile que l'un des pires ennemis de l'humanité... Le communisme? Non, je voulais parler du motherfucking Kingpin. Alias le Caïd, mais qu'on appelle Kingpin. Quand on est un puriste hardcore de Medeuse. Bref, une tablette que le Caïd avait volée dans des épisodes précédents. Depuis sa cellule de prison, le gros tas endimanché, comme un bobo de la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, apprend que c'est l'araignée qui la possède. S'ensuit des tas de pages où Peter, qu'on connaît par cœur, se demande bien ce qu'il va faire de la tablette, le tout entremêlé de relations difficiles avec Gwen Stacy qui n'arrête pas de lui casser les coucougnettes. Bref, la routine pour péter. Le mec va péter un câble, tu le vois venir comme la crise économique issue de la crise de la Covid. Non, ce n'est pas vrai. Le Caïd et sa coupe de cheveux des grands jours parvient à s'échapper de prison et reprend ses opérations criminelles. Il lance ses hommes à la poursuite de Spider-Man pour récupérer la tablette. Une tablette qui intrigue PT, qui essaie de trouver des réponses à ce que signifient les inscriptions sur la tablette. Au final, cela se termine en grosse baston contre les hommes du Caïd, à qui l'araignée leur fait bouffer ses converses, puis contre le gros Kingpin lui-même. Spider-Man remporte le combat, et au moment où il est sur le point d'appréhender cette racaille de Kingpin, une voiture du Daily Bugle lui barre la route. Cela permet aux gangsters de s'échapper. Le mystérieux chauffeur qui permet au Caïd de s'échapper à bord d'une autre voiture est dissimulé dans l'ombre, mais il faut savoir que c'est sa femme, Vanessa Fisk. C'est donc la première apparition de la Dame du Caïd, mais cela nous sera révélé dans l'Amazing Spider-Man numéro 83, publié dans le tranche 80 en août 1976, c'est à la page 63. Voilà, je suis sûr que vous êtes content de connaître cette information. Arrêtez! Bref, privé de sa victoire contre le Caïd, l'araignée pète un câble et s'en prend à Jameson. Fou furieux, l'araignée va lui défoncer la rondelle, et là, tout le monde est content, car on a enfin le privilège de voir l'araignée péter le stick à cet enfoiré de Jameson. Mais Spidey, il va franco de port, et Jameson, terrorisé, s'évanouit. Attends, t'es gentil, il a fait un malaise cardiaque. Oui, c'est vrai, j'ai un peu minimisé l'affaire. Tu pourras travailler au gouvernement, toi. Spider-Man reprend le contrôle de lui-même, et il fait comme dans l'infanterie, il se tire ailleurs. T'as compris la blague? Non, pas trop. C'est-à-dire calembour. C'est-à-dire pas compris. Il fuit la queue entre les jambes en se rendant compte que si Jameson meurt d'une crise cardiaque, il va être qualifié de meurtrier, et que si cela se produit, il deviendra vraiment tout ce que le Bugle a rapporté sur lui. Franchement, ce récit est sympa, ça se lit d'une traite, mis à part les premières pages avec cette casse-couille de Gwen, on lit agréablement cette histoire classique. C'est en tout cas plus plaisant que de regarder la prélogie de Star Wars. Puis, l'album de Luke nous propose la suite directe avec l'homme araignée, opposé à Vif Argent, vous savez le frangin de la sorcière rouge et ancien membre des mauvais mutants de Magneto. Ce récit date d'avril 1969 et est aussi écrit par Dieu le Père Stan Lee. Il s'agit donc de l'Amazing Spider-Man 71, dessiné par John Romita Sr. John Échappant à la destruction de la forteresse de Magneto, vue dans Avengers 53, et lu en France dans le Strange 46 d'octobre 1973, mais également pour les plus jeunes dans le Speedy 62 de mars 1985, Y'a de quoi s'y perdre.
Vif-Argent, la sorcière rouge et le crapaud débattent sur ce qu'il faut faire maintenant qu'ils sont des parias. Vif-Argent pense que les Avengers peuvent les aider et il court à New York pour les trouver. Mais en arrivant à l'Avenger Mansion, il apprend de Jarvis qu'ils sont partis en mission en Afrique. Il fait allusion à l'aventure des Vengeurs qui se passe dans l'Avenger 62 et que les très vieux lecteurs de comics ont lu dans L'étrange aventure numéro 37 de septembre 1974 et que les moins vieux ont pu lire dans le Strange Special Origins 190 d'octobre 1985. On peut pas te reprocher ta précision dans les recherches, gros, hein. Au final, Quicksilver, alias Vif-Argent pour les puristes, apprend que Spider-Man est considéré comme un hors-la-loi. Il décide de traduire Spider-Man en justice car cela pourrait être un moyen de le disculper, ainsi que sa sœur, aux yeux du monde, à la suite de leur récente alliance avec Magneto. Mais bien sûr, Jean-Léon, t'as raison d'y croire. Tandis que Jameson se remet de sa crise cardiaque, Spider-Man livre la tablette à George Stacy. Sur le chemin du retour, Spider-Man est surpris par Quicksilver qui l'attaque. Speedy ne fait pas le poids face à la vitesse supérieure du petit gars. Il se fait maraver le coccyx, mais au final, utilisant son sens de l'araignée et l'arrogance de Quicksilver, il réussit à le vaincre. Lorsque Quicksilver revient à lui, il réalise que Spider-Man n'est pas un mauvais gars, et je vous passe les détails, les deux se séparent bons amis. Tu vas vite en besogne, dis donc, hein. Tu pourrais dire que ta gueule. Terminons avec le dernier récit de cet album velu avec un ennemi qui a le droit de faire trembler Spider-Man puisqu'il s'agit du Choker. Mais non, pas ce Choker-là. Un Choker qui n'avait pas affronté depuis l'Amazing Spider-Man numéro 46. On s'en fout un peu, mec. L'histoire est tirée de l'Amazing Spider-Man 72 de mai 1969, toujours réalisé par les trois mêmes artistes. Le Choker vole la tablette d'argile en possession de George Stacy. Pas de chance quand même, hein. Ainsi, il entend vendre la tablette au plus offrant. C'était vraiment très intéressant. Lorsque Pété Parquet apprend le vol, il part à la recherche de son vieil ennemi, excédé quand même par le comportement cavalier sans cheval du vilain voleur. Et il le retrouve. Oh bah ça alors, quelle coïncidence, hein, comme par hasard, hein, comme par hasard. Baston, mais le Choker parvient à s'échapper, puis le récit s'enfonce dans le blabla relationnel avec Gwen, Flash Thompson... Et aussi Jameson et tout le tout-team, avant que le Choker refasse surface. Bien, pas facile à dire ça. Cette fois-ci, Spider-Man parvient à le vaincre. Voilà un album sympa à lire, qui fait le café. Je ne sais pas pourquoi Lug a ressorti ces histoires en 1987, mais c'est certainement pour les faire découvrir aux lecteurs de cette époque, trop jeunes en 75 pour les avoir lus, pour ne pas dire peut-être pas nés comme le poisson. C'est drôle, ça. C'est un bon moment de lecture qui vous attend si vous êtes un inconditionnel de Speedy, et vous le trouverez pour pas cher sur le net ou dans les boutiques de vieilles choses. Et même si vous n'êtes pas satisfait parce que vous êtes un vieux con incapable d'avoir de nouveau des étoiles dans les yeux, et ben ça ne vous fera pas trop mal à l'oignon compte tenu de la somme que vous aurez à débourser. C'est pas cher. Je vous remercie de votre attention mes petits farfadets, et je vous remercie encore pour le soutien que vous m'apportez régulièrement sur cette chaîne. Je vous embrasse très fort, mais sans la langue. À bientôt les geeks. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Arrêtez!